Bonjour et bienvenue à tous dans l'entretien de France 24. Mon invitée aujourd'hui est Caroline Coetzee, présidente fondatrice de la Gouvernance au féminin, une organisation canadienne qui s'est donnée pour mission de soutenir les femmes dans le développement de leadership. Caroline Coetzee, bonjour et merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, vous êtes à Paris en ce moment tout d'abord dans le cadre du Women's Forum Global Meeting. C'est aussi cette rencontre qui est appelée le Davos des femmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et de votre présence surtout ici? Écoutez, c'est une joie pour moi de collaborer avec le Women's Forum. C'est la 5e fois que je collabore avec cette organisation extraordinaire. J'ai déjà intervenu à Deauville, à Paris aussi, mais également à Toronto et à Mexico. Et là, de nouveau à Paris. Le panel que je vais modérer est sur la question de la législation, donc un thème qui est très important pour moi. Donc légiférer pour avoir plus de femmes dans les conseils d'administration des entreprises, ce qui existe ici en France depuis la loi Copé-Zimmermann et qui, ni au Canada, ni aux États-Unis, une législation qui n'a jamais vu le jour et qui n'est pas prête de voir le jour, j'ai malheureusement le sentiment, parce que les gouvernements ne sont pas à l'aise avec cette façon de procéder en Amérique du Nord, où la libre entreprise, cet esprit-là est beaucoup plus ancré. Alors justement, vous avez créé au Canada, c'était en 2010, la Gouvernance au féminin. Alors comme je le disais, c'est une organisation qui a pour but d'aider justement les femmes à accéder à ces postes décisionnels dans les conseils d'administration et ailleurs. Mais d'où est née cette envie, en fait? Pourquoi avoir senti un jour le besoin de créer cette organisation? Écoutez, je vous dirais que c'est venu de ma propre expérience personnelle dans le monde corporatif. J'ai passé 25 ans dans le monde des affaires. J'ai atteint des postes de haut niveau jusqu'à mon dernier poste où j'étais vice-présidente exécutive de la plus importante firme d'expertise médicale au Canada. Et dans cette ascension que j'ai menée sur 25 ans, je réalisais qu'il y avait, au fur et à mesure que j'avançais, de moins en moins de femmes. Et que je me retrouvais souvent la seule femme autour d'une table de prise de décision et que beaucoup des femmes qui avaient pourtant obtenu leur diplôme en même temps que moi s'étaient arrêtées à mi-chemin. Et je m'en suis rendu compte tardivement, c'est vraiment quand je me suis retrouvée dans des postes d'influence que j'ai pris conscience et que j'ai réalisé aussi que la population en général n'avait pas conscience de la situation, avait trop souvent l'impression que l'égalité avait été atteinte et qu'il n'y avait pas de combat, qu'il n'y avait plus lieu de vouloir changer les choses. Donc, c'était cette constatation-là qui m'a menée à vouloir sensibiliser la population. Et très rapidement, finalement, la gouvernance au féminin est née et a pris de l'ampleur parce qu'on s'est mis à organiser des événements d'envergure, à avoir des programmes de mentorat, programmes de formation en gouvernance, etc. Et ce travail qu'on a fait sur les femmes pendant des années a finalement été également doublé d'un travail qu'on s'est mis à faire auprès des entreprises. Parce qu'on s'est rendu compte que de soutenir les femmes pour les amener à avoir l'audace qu'il faut, pour demander une promotion, le salaire qui va avec, pour prendre des risques, sortir de sa zone de confort, etc., c'est une chose. Et de les former, de les mentorer, pour les envoyer travailler dans des entreprises qui ont été construites par des hommes, pour des hommes, et où ils disent, bien sûr, nous, on souhaite que les femmes progressent. On est ouvert, on veut la diversité, mais derrière les intentions, il n'y a pas vraiment d'action dans les entreprises. Ça, c'est le deuxième volet, en fait. C'est d'aller encourager ces entreprises à adopter une réelle stratégie de diversité et d'inclusion de genre, d'ailleurs. Mais exactement, Aziza. En fait, il y a 4 ans maintenant, avec le soutien de McKinsey et compagnie, nous avons créé la certification parité, qui est un outil qui nous permet de mesurer de manière quantitative et qualitative le nombre de femmes dans les entreprises, mais aussi les mécanismes qui sont mis en place pour leur permettre de progresser. Et on mesure sur une centaine de différents points l'état de la situation depuis les postes d'entrée jusqu'à la haute direction, parce qu'il nous faut vraiment créer un bassin de talents féminins qui puissent progresser. Si on fait que se focaliser sur le conseil d'administration et le comité de direction, ça ne suffit pas. Il faut vraiment y aller depuis les postes d'entrée. Alors, vous avez répondu en partie à une question que je voulais vous poser sur la classe politique au Canada et le soutien que vous pouvez avoir. Alors, vous avez dit justement que par rapport à la législation, les choses sont encore un peu lentes, mais est-ce qu'il y a quand même un soutien à ce genre d'action qui est effectivement une action pour la parité, la diversité, puisqu'aujourd'hui, nous dépassons le cadre du militantisme féministe. On parle aujourd'hui d'économie, on parle de chiffres et on parle aussi, en fait, de croissance aussi bien des compagnies que du pays lui-même.
Absolument. Alors ça, c'est un excellent point. C'est d'ailleurs l'approche que nous avons quand nous parlons avec, que ce soit les politiques ou les sociétés, les entreprises. Parce qu'il faut que les entreprises comprennent que c'est dans leur intérêt, que c'est pour prospérer, que c'est parce que quand on a une diversité, évidemment les femmes d'abord et avant tout, parce que c'est 51% de la population, mais également les personnes issues de l'immigration, avec différentes orientations sexuelles, origine ethnique, religion, etc. C'est comme ça qu'on renforce l'innovation, la prise de décision, la compétitivité de toute entreprise et donc l'impact sur la performance financière est indéniable. Oui. Alors ça, c'est vraiment l'approche. Aujourd'hui, c'est des chiffres d'ailleurs qui le prouvent. Absolument. L'impact sur la croissance, l'innovation, etc. C'est en gros, plus on a de gens différents autour de la table, plus on a différents styles de leadership et du coup, forcément, c'est des idées différentes et une manière de voir qui est différente. Mais exactement. D'ailleurs, même à la gouvernance au féminin, on pourrait penser que c'est une organisation de femmes. C'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. On a 35-40% d'hommes dans l'équipe. On a des gens dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine. On a des gens de diverses origines. Et vraiment, les discussions sont extrêmement riches. Alors, il est certain que prendre une décision peut prendre un peu plus de temps parce qu'il n'y a pas de consensus rapide. Mais c'est le but. Parce que si je voulais un consensus rapide, je me regarde dans le miroir et je me parle et puis voilà, ma bonne décision. Mais là, et c'est ce qu'on invite les entreprises à faire cette réflexion-là, cette démarche-là, et à se rendre compte que d'avoir une table du conseil d'administration où il n'y a que des gens qui se ressemblent, qui sont habillés de la même façon, qui parlent de la même façon, qui ont fait les mêmes études, ce n'est pas c'est pas très riche en tout cas et c'est pas la bonne façon absolument. Alors c'est assez on en parlait avant de commencer cet enregistrement, c'est qu'aux États-Unis on s'est rendu compte selon certaines études qu'il y avait plus d'hommes dans les conseils d'administration qui s'appellent John que de femmes, ce qui est quand même assez aberrant. Même si on aime bien le prénom John. Alors, je reviens à la question du top management et du conseil d'administration. Aujourd'hui, quand vous dites qu'il faut plus de femmes dans les conseils d'administration, vous essayez de mettre en place des actions pour y parvenir. On peut vous répondre, et certains d'ailleurs vous répondent, oui, mais nous, on ne veut pas regarder par la lunette du genre, on veut plutôt regarder les talents. Et bien, tant pis, si on n'a que des talents qui viennent des hommes, on prend des hommes. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Écoutez, d'abord, absolument. Le talent, les qualifications, enfin, c'est clair. Mais on dit à compétence égale, choisissez le sexe dont vous avez le moins, parce que ça peut être aussi de dire qu'on a trop de femmes, il nous faudrait un homme. Ça, on n'est pas encore là, mais mettons. Donc, c'est tout à fait à compétence égale. Et lorsqu'on me dit qu'on ne les trouve pas, moi, ce que je dis, c'est que vous ne cherchez pas. Parce que dans les faits, 60% des diplômés universitaires, évidemment, je vous partage des chiffres canadiens. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais j'imagine que c'est assez similaire. Ça se rapproche, ça se ressemble. 60% des femmes, des diplômés universitaires sont des femmes, donc elles sont là, elles sont diplômées, elles ont l'ambition, elles ont tous les talents, elles sont dans toutes les industries. Je reconnais que certains domaines plutôt dominés par les hommes, comme l'ingénierie, les sciences, etc., on fait beaucoup de travail, même en amont, auprès des écoles, pour encourager les jeunes filles à comprendre que ce sont des disciplines qui sont unisexe, qu'on n'a pas besoin d'être un homme pour être ingénieur. Mais effectivement, il y a des industries où c'est un peu plus difficile. Maintenant, les femmes doivent également répondre présentes quand on les invite. Ça, c'est extrêmement important. Alors, j'ai une question là-dessus, mais juste avant, quand vous parlez effectivement du fait qu'il faut regarder de la même manière et essayer de choisir, ça veut dire qu'il y a aussi un problème dans les process de recrutement. C'est-à-dire que dans le processus de recrutement, très souvent, on aura tendance à regarder ceux qui nous ressemblent. Et si c'est un homme qui recrute, il pourrait très bien avoir effectivement ce qu'on appelle ce biais inconscient de chercher quelque chose qui lui ressemble, mais à partir du moment où il n'est pas encore tout à fait conscient, en tout cas, de cette problématique-là. C'est un peu ça que vous dites aujourd'hui. Mais absolument, et c'est pour ça qu'on encourage carrément d'avoir un comité de recrutement plutôt qu'une personne qui fait le recrutement. On encourage également à ce que les CV soient autant que possible sans genre. On se rend compte que très souvent, les biais, vous le savez, c'est des biais cachés, on ne se rend pas compte. Les personnes qui passent à travers les CV peuvent identifier facilement. Donc, évidemment, quand il y a le nom, là, on est fichu, mais on peut changer. Et vous savez, même dans des milieux tout à fait différents du monde corporatif, par exemple, les orchestres, il y a un orchestre qui s'était mis à faire les auditions derrière... À l'aveugle. Voilà, à l'aveugle. Mais à un moment donné, un des orchestres avait témoigné pour dire que on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas eu beaucoup de différence. Et ils avaient réalisé que c'était parce qu'on entendait les talons.
des femmes qui arrivaient. Ils ont mis donc un tapis. On devinait le genre, on devinait le sexe le genre. du vous candidat. vous rendez compte? Voilà. Ouais. Ils ont mis un tapis. Les femmes arrivaient beaucoup plus discrètement. Là, maintenant, on ne savait plus. Voilà. Alors, ma dernière question, justement, concerne les femmes, puisque aujourd'hui, si on trouve moins de femmes à certains postes de décision, ce n'est pas toujours forcément parce qu'il y a discrimination. Certaines femmes se retiennent elles-mêmes, ont accepté le plafond de verre, ont accepté cette identité négative qu'on leur impose dans certains milieux. Est-ce que vous sentez aussi que c'est le cas et qu'est-ce que vous faites pour contrer cela? Écoutez, ça, c'est encore indéniable, malheureusement. Et c'était la première raison pour laquelle j'avais créé la gouvernance au féminin aussi, c'est de dire aux femmes, arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de vous vendre à rabais. Parce que trop souvent, les femmes ont l'impression, quand elles ont une offre ou une possibilité, qu'elles ne sont pas suffisamment bonnes. Et moi, je leur dis toujours, si on vous tape sur l'épaule pour vous dire de venir siéger dans un conseil d'administration, ne refusez pas. Ils savent que vous êtes prête. Et puis les hommes, eux, n'hésitent pas un instant. C'est tellement plus facile de recruter un homme basé là-dessus. Mais par contre, si la femme est en mesure de comprendre la valeur qu'elle apporte, de reconnaître qu'elle n'est peut-être pas à 100% prête, d'arrêter de vouloir être parfaite sur tout point et d'y aller, alors ça va lui permettre d'apprendre, de se développer et elle va devenir un atout incontournable. Alors, ce sera le mot de la fin, effectivement. Très souvent, les hommes, quand il y en a un qui ne réussit pas un poste, on dit qu'il n'est pas bon. Mais les femmes, parfois, il arrive qu'on remette en question tout le genre et qu'on dise que les femmes ne sont pas bonnes. C'est peut-être aussi ce poids de cette responsabilité. Merci beaucoup, Caroline Coty, pour cet entretien. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Au revoir.